see my patience, I just came here to defend. Bonjour, donc moi je suis Eric, trésorier du X-Lab, et notre but en fait c'est de réunir une banque de matériel électronique et hardware qu'on puisse après vous proposer pour que vous puissiez réaliser des projets personnels comme vous voulez. On va aussi la proposer lors des hackathons et voilà. Je crois que c'est tout. Ok, bah du coup on va laisser notre premier intervenant du coup du Maker Faire. Merci pour votre invitation déjà les gars. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir nous rencontrer. Avant de commencer cette présentation, je fais toujours un petit questionnaire pour savoir, pour éviter de répéter des choses que vous connaissez déjà. Qui connaît le mouvement des makers ici? D'accord, donc ça va. Donc pour la moitié, ce sera peut-être nouveau, alors tant mieux. Alors, je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'est le mouvement des makers, comment Maker Faire s'est inscrit là-dedans, et ce qu'on vous prépare pour le 30 avril et le 1er mai à Maker Faire Paris. Alors, Maker Faire, le mouvement des makers déjà. Le mouvement des makers a été identifié par un monsieur qui s'appelle Dale Dougherty aux États-Unis. Qui connaît Dale Dougherty? À l'école 42, tout le monde devrait lever la main. Donc il y en a qui lèvent la main et qui ne l'avaient pas fait au début. Donc Dale Dougherty, juste pour info, c'est le monsieur qui a identifié le web 2.0 il y a déjà une dizaine d'années. Et c'était quelqu'un qui travaille pour O'Reilly Media, que vous connaissez peut-être déjà un petit peu plus, avec Tim O'Reilly. Et Dale Dougherty, en identifiant d'abord le Web 2.0, en regardant ses pratiques, je ne vais pas vous expliquer à vous ce qu'est le Web 2.0, mais en regardant ce contenu généré justement par les utilisateurs, par la communauté, il a continué sa réflexion et s'est rendu compte que ce qu'on connaissait et ce que le web nous avait appris, c'est-à-dire partager nos connaissances, partager nos compétences, était en train de se déporter sur quelque chose qu'on ne connaissait très bien, qui est le monde de l'objet. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une philosophie qui était la philosophie de l'open source, qui était la philosophie des hackers. Et je pense que quand je dis hacker ici, je ne dis pas un gros mot. Je ne vais pas me faire assassiner ici en le disant. Donc cette philosophie-là, il s'est rendu compte que ça passait au matériel et on est passé de l'open source à ce qu'on appelle l'open hardware, c'est-à-dire que c'est exactement le même principe. À partir du moment où vous achetez quelque chose, si vous n'avez pas accès au contenu qui est à l'intérieur, l'objet ne vous appartient pas. Donc la philosophie est exactement la même. Quand vous achetez un logiciel, si vous n'êtes pas capable de rentrer dans le code pour le bidouiller, pour vous l'approprier, c'est que quand finalement vous n'achetez qu'un droit d'usage et vous n'achetez pas réellement le produit. C'était exactement la même chose dans l'esprit des makers. L'allitération entre hacker et maker est volontaire dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui refusaient de ne pas savoir, de ne pas comprendre comment marchait leur téléphone, de ne pas être capable de le réparer eux-mêmes quand ils tombent en panne. Et donc, ils ont été voir tout ce qu'il y avait en obsolescence programmée, tout ce qu'il y avait dans tous les sens qui pouvait faire que leur appareil était non réparable ou en tout cas qui tombait en panne. Et quand ils ont trouvé les failles, ils les ont partagées avec tout le monde. Ça a commencé comme ça. Et après, ça a commencé, moi, je fabrique moi-même mon téléphone portable. Si vous voulez le fabriquer, vous le fabriquez aussi. Et en fait, les gens ont commencé comme ça à partager des plans, des programmes informatiques. Et un exemple qu'on connaît tous, c'est l'impression 3D. L'impression 3D, vous savez que ça a été élaboré par des étudiants du MIT. Et ces étudiants-là se sont dit, cette invention formidable, elle peut servir à plein de gens, donc on va la partager en open source, en open hardware, et on va laisser justement la communauté s'en emparer pour voir ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on connaît l'histoire. Des gens dans le monde entier se sont retrouvés à travailler sur une imprimante 3D, des gens qui sont ingénieurs, des gens qui ne sont pas du tout ingénieurs et qui ont toutes les compétences pour le devenir. Et tous ces gens-là ont apporté chacun quelque chose à l'imprimante 3D, et ensemble, ils l'ont incrémenté. Et à la fin, on arrivait à un produit qui était relativement mûr, rapidement, car au lieu d'avoir 10 ingénieurs qui travaillent dans un bureau enfermé, on s'est retrouvé avec des gens dans le monde entier qui justement ont fabriqué leur imprimante 3D, ont trouvé des choses qui ne fonctionnaient pas et qui ont su apporter justement des améliorations à ça. Et justement, ça continue encore et c'est pour ça que l'imprimante 3D est encore en train d'évoluer. L'imprimante 3D, c'est un tout petit exemple. En réalité, c'est ce qui est généralement de plus sexy pour le grand public, mais en réalité, tout ce qu'il y a derrière est tout aussi fascinant. On a aujourd'hui des maisons qui sont open source, on a aujourd'hui des systèmes, des éoliennes qui sont open source, on a des fusées, on a des satellites qui sont open source. Donc voilà, c'est tout un écosystème comme ça qui est en train de se créer.
et qui est beaucoup plus large que celui de la technologie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez apprendre à tricoter, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Google, vous allez tomber sur un tutoriel de quelqu'un qui a pris le temps de faire un tutoriel, qui l'a rédigé, qui l'a filmé. Et quand vous allez faire votre premier nœud avec vos aiguilles dans votre canapé, sans vous en rendre compte, vous êtes dans la culture numérique. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que le mouvement des makers, il va au-delà de la technologie. Les makers, c'est des gens qui font du tricot. On a des menuisiers qui sont makers. On a des gens qui sont vraiment purement high-tech. Et en fait, l'intérêt de ce mouvement-là, c'est justement réunir des gens qui d'habitude ne se réunissent pas, qui travaillent tous chacun dans leur coin, dans leur laboratoire, dans leurs ateliers. Et à un moment donné, on décide de sortir tout le monde des laboratoires, des ateliers, de les réunir. Et ça a été l'idée de Dave Doherty en créant justement un événement qui serait consacré à ce mouvement-là et qui s'appelle Maker Faire. Donc Maker Faire, c'est né à San Francisco en 2006. La première édition s'est passée là-bas. Ça a tout de suite très bien marché. Il y a une deuxième édition qui s'est faite ensuite à Kansas City, puis à New York. Et aujourd'hui, c'est 160 événements dans le monde, sur 4 continents. Donc cet événement a su séduire justement le monde entier. C'est pour ça qu'on le retrouve aujourd'hui un peu partout. Et pour la France c'est arrivé un petit peu plus tard pour différentes raisons. Mais ce qui n'empêche que la France est un vrai terrain de makers. Je dis ça sans chauvinisme, mais on a réellement en France des tueurs, des makers qui sont bourrés de talent. Le monde entier le savait déjà. Quand on en parle, nous, à nos copains à San Francisco, ils se foutent de nous parce que ça fait 10 ans qu'ils voient des Français débarquer dans la Silicon Valley. La moitié de leurs collègues sont français, donc ils ne sont pas du tout étonnés de ce qu'on leur présente. Et donc, quand on regardait la carte du mouvement des makers en 2013, il y avait des makers faire partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête de beaucoup de gens dans le monde entier, le mouvement des makers est vraiment associé à celui des makers faire. Donc pour savoir à peu près où il se passe quelque chose dans le monde, on regarde la carte des makers faire dans le monde. Et en 2013, quand on regardait cette carte-là, la France, il n'y avait rien. Et c'était un petit peu décevant parce qu'on se disait, on est d'un pays où il y a quasiment le plus de Fab Labs, où il y a une communauté, où ça bouge. Et d'un point de vue extérieur, pour un étranger, quand on regarde cette carte-là, on a l'impression qu'en France, il ne se passe rien. Et maintenant, il ne se passe pas rien du tout parce que depuis 2013, on a commencé cet événement-là à Saint-Malo pour des raisons pratiques, parce que c'est chez nous, parce que c'est une ville de pirates, parce que c'est une ville de corsaires, donc ça avait du sens aussi. On a ensuite fait l'édition à Paris, on l'a refait à Saint-Malo, on l'a refait à Paris l'an dernier avec un gros succès, avec 35 000 visiteurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Quelqu'un est venu l'an dernier à Maker Faire Paris ici? Quelques-uns, très bien. Ça laisse encore beaucoup de gens à découvrir cet événement. Et cette année, je suis heureux de vous annoncer qu'il va y avoir 10 événements Maker Faire partout en France, avec notamment 3 éditions un peu majeures qui sont celles de Nantes, Paris et Lille. Je vais vous présenter rapidement Paris après. Et après, on a d'autres événements qu'on appelle des mini Maker Faire qui sont d'ampleur un petit peu plus inférieure, mais pas en qualité. Je parle vraiment en numéraire. Moins de visiteurs, moins de makers, mais en qualité, on est toujours là. Donc les éditions significatives, on a commencé avec Grenoble en octobre, on a Perpignan qui est là également. Cette semaine, on est à Bordeaux pour une édition très spéciale qui s'appelle Handilab Mini Maker Faire. Et là, c'est une Maker Faire qui est consacrée au milieu du handicap. Donc c'est des projets qui sont portés par ou pour des personnes en situation de handicap. Et on organise un hackathon que vous connaissez très bien dans cette école. Donc on a 4 projets à développer. On parle plutôt de mécathon quand on parle d'open hardware que de hackathon, vous comprenez le sens. Mais en gros, on a 4 projets à développer. Un fauteuil roulant open source motorisé, dont le joystick sert aussi de joystick de souris pour l'ordinateur et il sert aussi de manette de jeux vidéo. On va avoir aussi une prothèse auditive qui va être développée, un gant sonar pour les non-voyants pour qu'ils puissent se repérer dans l'espace, et une prothèse de bras pour personnes qui seraient justement sans bras. Donc voilà, ça c'est des projets qu'on va développer. D'autres éditions, à Nantes, je peux vous en parler aussi rapidement. À Nantes, ça va être la clôture de la saison, c'est le 9 et 10 juillet prochain. Et en réalité, on vous invite toute la semaine parce qu'on va faire venir des machines du monde entier. Est-ce que vous connaissez l'île des machines de Nantes? Le grand éléphant par exemple, l'araignée, l'angma, c'est des choses qu'on connaît un peu plus déjà. Et on n'est pas les seuls à connaître. Aux États-Unis, ils sont fans aussi de cette équipe-là. Et nous, on est très heureux d'organiser justement Maker Faire Nantes sur l'île des machines parce qu'on va faire se rencontrer 2 mondes qui se connaissent de loin, qui est celui de Burning Man et celui des machines de l'île de Nantes. Vous connaissez Burning Man? Un peu plus? Ouais. Quelqu'un est allé à Burning Man ici? Donc c'est bien, vous avez encore plein de belles choses à découvrir. Donc Burning Man, c'est pareil, c'est des grosses machines impressionnantes qui crachent du feu, qui font de la fumée, qui ont des centres systèmes intégrés, qui ont des lumières. C'est tout dans l'intérêt de toute façon de la créativité. Et donc pour l'occasion, on va faire venir des machines de Burning Man
à Nantes pour que le grand éléphant se sente un petit peu moins seul. Les machines de l'île de Nantes vont sortir aussi leur grande araignée qui est sortie pour l'instant juste en Angleterre, qui n'a jamais été sortie en France. Donc vous avez compris, ça va être du grand n'importe quoi, des grosses machines, du feu, de la musique, du son, des lumières et des makers. Ça, c'est pour le samedi et le dimanche. Donc pour ce soir, pour la présentation de Maker Faire Paris, les mieux pour en parler, ce sont les makers. Mais juste avant de leur donner la parole, je vous fais juste un petit panorama de ce qui va se passer. Cette année, on retourne à Foire de Paris. On est en train d'essayer de pousser les murs, mais ça devient un peu compliqué. L'an dernier, on avait 220 stands. Cette année, on en a 300 et on est en train de diviser des stands en deux pour pouvoir accueillir tout le monde parce qu'on a vraiment des projets démentiels. On va avoir, par exemple, des étudiants qui vont venir de Hollande avec un simulateur de parachute. Ça va beaucoup vous amuser. Leur projet, c'était des étudiants qui voulaient se marrer dans leur appartement. Et ils ont fabriqué avec un Oculus Rift, un treuil. Vous enfilez un sac à dos de parachute, le treuil vous porte. Et puis avec l'Oculus Rift, ça fait la différence. Et puis vous avez l'impression de sauter en parachute. Ça sert à rien, c'est juste fun, c'est créatif. Seulement en développant ce projet-là, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait face à plein de projets auxquels ils n'auraient jamais fait face dans leur projet scolaire. C'est tout l'intérêt. Donc ils vont venir. On a aussi la fourmi des machines de l'île de Nantes qui va venir. Donc vous pourrez vous balader à d'autres fourmis partout dans l'événement comme ça. On va faire un gros focus aussi cette année sur la mode. Paris, capitale de la mode. C'est un thème qui est déjà bien abordé à San Francisco. Et nous, quand on regarde ça à San Francisco, en tant que Parisien, on se dit, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et on a des super projets à présenter aussi dans ce thème-là. Donc il va y avoir tout un pôle de créateurs de mode. Donc c'est soit des textiles innovants, soit c'est du vêtement connecté, des vêtements en papier aussi. Et on va avoir des défilés de mode justement pour mettre en valeur toutes ces créations. On va aussi avoir des drones, ça c'est inévitable de toute façon. On va avoir des bobines Tesla encore. On nous a parlé d'un type qui devrait prendre 2 millions de volts avec une cotte de maille sur une cage de Faraday. On a une bonne assurance, je vous rassure. On va aussi avoir un planétarium gonflable et surtout plein d'ateliers. Comme je vous disais tout à l'heure, Maker Faire, ce n'est pas que technophile. L'idée, c'est de réunir des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas. C'est pour ça qu'on va avoir des ateliers de tricot, des ateliers de soudure, des ateliers de menuiserie. On a des ateliers de découpe de cuir, de travail du cuir. On a des ateliers justement de pilotage de drones, d'initiation, des ateliers de fabrication de robots, de programmation. Je ne vais pas tous les faire, il y en a beaucoup. On va essayer de toute façon de référencer tout ça rapidement sur le site internet. Et juste avant de donner la parole, donc, les images de toute façon parlent d'elles-mêmes généralement, les gens sont très contents. Et donc juste avant de donner la parole aux makers, une dernière information. On a eu beaucoup d'inscriptions cette année, mais on aimerait en avoir encore plus, parce que comme je vous dis, on arrive à trouver de la place à tout le monde. L'appel aux makers, il est toujours ouvert jusqu'au 30 mars, donc c'est bientôt. Et je vous invite vraiment à vous inscrire à cet événement-là parce que vous allez rencontrer des gens différents, vous allez rencontrer surtout des visiteurs. Si vous avez des prototypes de projets que vous avez pu élaborer pendant vos études ou des projets que vous avez juste développés avec vos copains, c'est le moment de les faire tester à 35 000 visiteurs. Et vous allez voir que le bêta-test, là pour le coup, il est sans pareil. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Le formulaire est sur makerfaireparis.com. Proposez votre projet, vous cliquez, vous remplissez, et ensuite, nous, on prend contact avec vous et on vous dit, on vous donne la suite. Place au maker. Juste avant, une petite. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que, sinon je vais peut-être les oublier. Oui. Non, c'est tout con. C'est est-ce que tu as une carte en fait. Désolé. Alors, j'ai pas de carte parce que je n'ai pas eu le temps de passer chez l'imprimeur. C'est vrai, c'est aussi bête que ça. Par contre, si vous voulez me contacter, c'est très simple, c'est jb@makerfaire.fr. Et Makerfaire, donc c'était M-A-K-E-R-F-A-I-R-E. Vous l'avez vu qu'il y a un E à la fin de Makerfaire. Tiens, je peux d'ailleurs le préciser parce qu'il y a quelque chose qui est très français qui nous dit mais pourquoi on dit Maker et pourquoi on ne traduit pas en bidouilleur parce que Maker, c'est une communauté internationale qui se reconnaît sous ce nom Maker et qu'en traduisant, on mettrait de côté les scientifiques de la NASA, les biologistes, des artisans, des gens qui font de la cuisine. Donc Maker, il est très pratique pour ça. Et vous avez remarqué qu'il y a surtout le mot faire derrière Maker. Et on est, nous, très fiers de ça parce que c'est l'excellence française qui a été reconnue en nommant ce nom. Et dans le monde entier, le Maker Faire, le mouvement des makers est associé justement à ce patrimoine français du faire. Voilà.
Tout ça pour donner une adresse mail quand même. D'autres questions? Ok. Place au maker. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Pierre-Gilles Lemarie, je suis étudiant ingénieur et je vais vous parler de Gladys. Alors c'est un projet de domotique open source que je développe depuis maintenant 3 ans. On va lancer ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Iron Man. Qui a vu Iron Man? Vous voyez l'assistant Jarvis dans Iron Man? C'est un peu l'idée. Donc Jarvis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'assistant de Tony Stark dans le film. Merci. Donc voilà, c'est l'assistant de Tony Stark dans le film qui va lui parler, qui va le réveiller au bon moment le matin, qui va lui dire quand il y a des intrus dans la maison. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Gladys. Donc en fait, je me suis demandé il y a 3 ans, qu'est-ce qui nous empêche en fait de créer un Jarvis? Qu'est-ce qui nous empêche technologiquement de le créer? Et en fait, ma réponse, c'était rien. Actuellement, on peut tout faire pour avoir un Jarvis à la maison. Donc on a des ampoules connectées qui existent dans le marché, donc on peut contrôler la lumière chez nous. On a des prises connectées, donc ça veut dire que tout ce qui est branché au courant, c'est-à-dire une cafetière, un chauffage électrique ou n'importe quoi, une lampe de bureau, peut être contrôlé depuis un système informatique. On a plein d'API en ligne, donc on a nos calendriers qui sont en ligne sur Google Calendar par exemple. La météo, il y a des API de météo, donc on peut la récupérer. En fait, il manque juste le système au milieu qui va faire le lien entre tous ces éléments et qui, de façon intelligente, va vous apporter des informations, va vous réveiller le matin. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec Gladys. De développer un assistant qui se connecte à tout et qui vous aide au quotidien. Donc je vais vous montrer un petit scénario de ce que j'ai mis en place chez moi. Donc l'objectif en fait c'est que vraiment que tout soit automatisé. C'est-à-dire que par exemple j'aurais mis dans mon agenda qu'à 8h j'ai une réunion. J'aurais mis le lieu de la réunion, j'aurais mis exactement où ça se passe. Et lui en fait il va tout de suite calculer grâce à par exemple l'API de Google Maps le temps de trafic pour aller jusqu'à la réunion. Il sait que moi je lui ai dit que je mettais 30 minutes à me réveiller, à me préparer le matin. Et du coup il va faire 30 minutes plus 30 minutes de transport. Ok, je le réveille à 7h. Donc à 7h il va me réveiller. Donc pour me réveiller il va par exemple allumer les lumières dans ma chambre. Il va parler dans ma chambre en me disant la météo. Enfin n'importe quoi que moi j'ai programmé avant. Donc il va me réveiller. Quand je vais arriver dans la cuisine, le café il sera déjà prêt parce que ma cafetière, je l'ai connectée, je l'ai mis sur une prise connectée et du coup, dès le matin, ça va lancer le café, ça arrive, c'est prêt. Une fois que je pars chez moi, Gladys va tout couper chez moi, donc le chauffage, les lumières, tout ça, ça sera coupé. Donc après, dès que je vais commencer à rentrer chez moi, le soir à 18h, il va passer en mode retour à la maison, donc il va relancer le chauffage, elle va lancer tout pour que quand j'arrive à la maison, il fasse chaud, la lumière soit allumée, il y ait de la musique, ça soit sympa. Et après, en fait, quand je vais me coucher, j'ai mis un petit tag NFC à côté de mon lit, posé sur ma table de chevet. J'ai juste à poser mon portable dessus et automatiquement, ça envoie une requête à Gladys et ça lui dit hop, coupe tout. Donc ça coupe la lumière, ça descend un peu, ça dépend de la luminosité et après ça coupe tout et ça programme mon réveil pour le lendemain. Voilà. Donc le projet, ça fait 3 ans que je travaille dessus. On a eu pas mal de téléchargements. On a eu une première V1 qui est sortie il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Et qui a pas mal marché et qui m'a donné beaucoup. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont donné des retours sur qu'est-ce qu'ils avaient aimé dans Gladys, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé, qu'est-ce qu'il faudrait développer plus. Et du coup, ça m'a permis de sortir une V2 l'année dernière qui ressemble à ça. Donc ça, c'est l'interface de Gladys. Là, je vois par exemple mon sommeil. Parce que comme je vais me coucher, je lui dis que je vais me coucher, elle calcule mon heure de coucher, mon heure de lever, hop. Et elle peut faire des belles courbes de sommeil. La météo, les prochains rendez-vous, voilà. Tout ça sur l'interface. On a une belle communauté. Donc l'objectif c'est que le projet il est vraiment open source. Tout le monde peut développer un petit module pour ajouter une compatibilité avec une lampe, un type de chauffage, n'importe quoi. L'objectif c'est que chacun puisse contribuer et construire ensemble notre Gladys à nous. Donc voilà, il y a un programme développeur et n'importe qui peut le développer ce qu'il veut. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site si ça vous a plu et n'hésitez pas à contribuer, à en parler et à tester chez vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, rapidement, sur le projet? Oui. Ouais. Adresse mail. T'as développé ça en quoi? Et comment t'as fait pour pondre ça en 1 an et demi? C'est ça que je voudrais comprendre aussi. Alors, pour la V1, je veux dire. Pour la V1? Ouais, t'as dit... Ouais. Excuse-moi, t'as dit qu'il y a 1 an et demi, t'as eu une V1 pour Gladys et t'as dit que t'as commencé à seulement 3 ans. Oui.
Ouais, bah, en fait, j'ai fait vraiment de façon pas à pas. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai commencé par juste arriver à contrôler tout simplement une lampe, arriver à contrôler tout simplement une prise. C'est-à-dire sans interface, sans rien de très pompeux, quoi. Vraiment une ligne de code qui arrive à contrôler les lampes. Et une fois que brique par brique, j'ai réussi à mettre en place tout ce système, ça a été la partie la plus longue. J'ai fait après, bah voilà, c'est juste une bête interface qui va juste. Le plus dur, en fait, c'était d'arriver à contrôler les périphériques. Une fois que j'ai tout contrôlé, j'ai juste tout regroupé en fait en un soft. Et voilà. Nice. En 1 an et demi. Ok. C'est fait. Ouais, alors en fait, tout ça, ça tourne sur un petit Raspberry Pi qu'on a à la maison. Et voilà, le Raspberry Pi, c'est pas obligatoire. Moi, je pense que c'est la meilleure option parce que ça coûte pas cher, que c'est totalement ouvert. Et voilà. Mais ça tourne sur n'importe quoi. Ça tourne sur n'importe quoi. Je peux poser une question con aussi? Oui. Pourquoi, Ouais, pourquoi Gladys? Alors en fait, pourquoi Gladys? Fallait que ça sonne un peu comme Jarvis. Donc Is, c'était sympa. Du coup, t'as Il pris fallait un une- prénom antillais pour... Et il fallait un prénom féminin parce que mon API de synthèse vocale qui parle chez moi, elle parle comme une femme. Du coup, Jarvis, ça marchait pas. Si ça parle comme une femme. Ça se tient. Je suis Voilà. désolé. Merci. Salut. Salut. J'avais une question, c'est au niveau de l'interfaçage avec les différents équipements de ta maison. Pour Ouais. le moment, tu contrôles juste le courant ou tu as pu te brancher de manière un peu plus précise pour, je sais pas, contrôler ta cafetière par exemple ou... Alors, Parce que à part on-off ou l'intensité ou la tension, quoi, bref, explique, vas-y. Alors en fait, mon but c'est d'arriver à contrôler le plus de choses possible. Alors pour l'instant, je gère quoi? Je gère des ampoules connectées, genre ampoules Wi-Fi. Par exemple, j'ai des Mi Light. Là, je viens de commander des Philips Hue pour arriver à les contrôler. Un peu des trucs très Wi-Fi pour l'instant. Après, il y a pas mal d'autres choses, genre des détecteurs de mouvement 433 MHz. Je sais pas si tu vois. Donc en gros, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'ai un petit Arduino à côté qui va recevoir le signal et qui le transmet au Raspberry Pi après. Donc il y a ça, et j'ai aussi une compatibilité avec le Z-Wave que je suis en train d'amener. Je sais pas si tu connais le Z-Wave. C'est vachement utilisé en domotique, entre guillemets, conventionnelle. C'est un protocole pour Ok, d'accord. parler avec plein de devices dans la maison. Et je vais bientôt être compatible avec cette techno. Bah, du coup, j'ai deux Voilà. mini-questions qui vont avec tes réponses. Au niveau du protocole, est-ce que déjà tu as une API unifiée? Et ensuite, au niveau du protocole de communication avec le serveur, est-ce que tu t'es basé sur un truc existant, genre XMPP Avec le serveur, c'est-à-dire Gladys, en fait, c'est le serveur. C'est-à-dire Ouais, que- voilà. Mais Donc genre oui, il y a juste- une API ouverte, tu Voilà. peux faire des requêtes. C'est une API REST classique, voilà. Ok, d'accord. Voilà. C'était ma question. Merci. Voilà. D'autres questions? Du coup, ça fait reconnaissance vocale enfin... Alors, la fameuse question. J'avais fait le choix en fait il y a 3 ans de ne pas faire de reconnaissance vocale au début. Pourquoi? Parce que je disais qu'elle était pas assez au point. C'est-à-dire que si je mets de la reconnaissance vocale, qu'est-ce que tout le monde va tester en premier? La reconnaissance vocale. Et si ça marche pas dans la maison parfaitement, voilà, le produit est raté alors qu'au final c'était qu'un aspect, quoi. Et du coup je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un assistant qui va au contraire dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'assistant vers l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est l'assistant qui va parler, qui va détecter par exemple qu'il faut vous réveiller, qui du coup va vous parler dans la pièce, plutôt que vous de façon gadget, on lui demande quel temps fait-il, c'est pas forcément utile. Donc au début c'était ma première vision, et là récemment la reconnaissance vocale ça fonctionne de mieux en mieux, et du coup j'essaie d'amener ça vers Gladys. Donc là pour l'instant je suis surtout dans la reconnaissance de texte, c'est-à-dire en gros arriver d'un texte, avoir une commande, et voilà. Et après je mettrai en place dans la reconnaissance vocale, mais pour l'instant c'est juste de la synthèse, c'est-à-dire que c'est juste Gladys qui va parler. Voilà. Oui, je serai Michael Phelps. Merci. Allez, bonjour. Donc, bon, je suis pas aussi pro que vous. Je me remets à l'informatique, mais pendant longtemps, j'y ai pas touché. Et donc, HTML5, pour moi, je connaissais HTML, c'est tout. Je me suis arrêtée là. Mais voilà, bon, je m'y remets, mais j'ai un projet de réseau social. Donc, ça concerne une zone d'économie solidaire, donc avec pas mal de partenaires, les collectivités, la Banque Postale et bien d'autres. Parce que pour des raisons de pouvoir d'achat et d'emploi pour tous, quoi, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de permettre aux gens, aux visiteurs, d'imaginer eux-mêmes comment ils conçoivent une ville solidaire.
Donc c'est eux qui font, hein, c'est eux les makers qui font, soit en dessinant, soit en faisant une maquette, ou aussi par rapport à un petit jeu vidéo mini-ville qui se trouve, c'est un gratuit. Ils conçoivent, ils donnent des idées, ils échangent, ils partagent sur la ville solidaire. Moi, ça me permet, c'est une sorte de brainstorming qui me permet de faire une étude de marché qui appuie le projet. Voilà, voilà. Donc le résultat, c'est pas une super maquette, un super. Là, c'est plutôt un prétexte pour aider les gens à visualiser la ville solidaire. Là, donc ça, c'est une sorte de logo, une d'économie solidaire. Vous entrez dans un autre monde, en quelque sorte, une ville qui pourrait peut-être exister progressivement. C'est un projet qui se développera sur plusieurs années. Donc c'est une zone qui est à la fois financière, commerciale, industrielle et sociale. Donc c'est un réseau social qui soit à la disposition de tous pour pouvoir développer plus facilement des projets et des applications. Et donc, je repasse. Donc c'est tous solidaires. Donc là, il y aura une banque solidaire, une devise solidaire. Donc on verra ça qui permet, bon, je vais pas entrer dans les détails, hein, mais le problème, c'est que vous avez une fracture sociale en ce moment, hein, qui dure depuis une trentaine d'années, hein, presque 40 ans, et tout repose sur les subventions. Donc l'idée, c'est de casser ça, c'est de permettre aux personnes d'avoir du pouvoir d'achat en leur proposant, en développant une monnaie solidaire qui soit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet, par exemple, de réduire tous les coûts et créer des emplois qui soient c'est des sortes de contrats aidés, mais sans tous les coûts qui sont derrière. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. J'ai un site, mais je peux rentrer dans les détails si vous voulez, quand je vous explique comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est vraiment un modèle économique. Derrière, il y a un modèle économique qui permet de casser les coûts, voilà, pour simplifier. Donc j'ai présenté ça comme ça. Il y aura une devise, un fonds d'investissement, une banque et une taxe sur les transactions. Et l'idée, c'est de développer des produits et des services dans le bien-être et la qualité, c'est-à-dire tout ce qui est économie verte, économie sociale et solidaire, quaternaire. Et donc, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être développés dans ce secteur, mais sans que ça soit subventionné. De nos jours, ça se développe, mais qu'avec des subventions. Et c'est ce qui freine beaucoup la croissance de ce type de secteur. Voilà. Et l'économie collaborative, en quelque sorte, devient, comment dire, c'était avant, c'était une économie de pauvres, hein, de personnes, c'était très populaire, mais ça, finalement, les pauvres commencent à être exclus de cette économie, et ça crée une autre fracture sociale, peut-être encore pire que ce qu'il y avait avant, parce que maintenant, il y a eu un glissement. Et les gens sont de plus en plus exclus, au fond, de ce qu'ils ont inventé auparavant. De l'économie de partage, collaborative, ils sont de plus en plus exclus. L'idée, c'est d'éviter cette nouvelle fracture sociale. Ouais. Et en mobilisant tout le monde, aussi bien des gens, les pros que les pauvres, hein, pour que personne ne soit mis de côté. Sinon, ce n'est pas la peine de recommencer la même chose qu'on va appeler autrement, sous une autre forme, qui sera peut-être pire que ce qu'on aura abandonné. Donc voilà. Donc l'idée simplement, c'est de permettre aux gens de donner leur avis, de les faire
d'échanger et visualiser en leur faisant dessiner, en leur faisant faire une maquette, en leur faisant faire la pâte à modeler. Ça leur permet de visualiser, de développer leurs idées, d'aller un peu plus loin que de simplement leur dire qu'est-ce que vous pensez. Ils vont me dire oh, je pense ça, ça, ça. Mais peut-être en étant tous autour d'une table et en faisant des choses ensemble, ils iront beaucoup plus loin dans leur réflexion. Et moi, bon, ça m'aide après à... Bon, c'est un peu comme une étude de marché, c'est un support en plus pour mon projet. Je n'ai pas besoin de présenter le projet, c'est pas important. Voilà. Merci. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir. Quelle est la différence entre votre projet et un projet, comment ça s'appelle, les échanges du sel? Comment les deux peuvent fonctionner ou quelle similitude il y a entre les deux? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, les échanges du sel, bon, je dirais à la rigueur, il faudra avoir une compétence pour bien participer au sel. Bon, c'est vrai qu'on peut peindre un appartement et tout ça, mais pour moi, c'est pas une vraie économie. Elle est réelle, mais ça va pas très loin. Vous voyez, c'est pas ça qui va régler les problèmes d'emploi et de pauvreté chez certains, par exemple. Okay. Une question complémentaire. Dans ce cas-là, quels sont les leviers justement pour ne pas être dans un modèle purement économique et comment... C'est un modèle économique, hein. C'est tout à fait économique, mais une autre économie. Hein, c'est tout à fait économique. Hein. Non, on n'en sort pas. Hein. Voilà. Merci. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que vous avez des exemples d'endroits où il y a déjà votre idée ou une partie de vos idées qui ont déjà été mises en place et qui marchent d'une certaine manière pour savoir comment ça fonctionne? Je pense par exemple quand vous avez parlé d'une monnaie locale, si je me souviens bien, en Suisse, ils ont un système de double monnaie qui leur permet de toujours avoir une valeur qui les arrange au niveau des prix pour au final améliorer leur coût de vie. Donc est-ce qu'il y a des endroits où ça a déjà été en partie ou totalement mis en place, votre idée? Peut-être le Brésil, je dirais, mais il n'y a pas vraiment le même... Je n'ai pas trouvé le même modèle quelque part, exactement, non. Je crois que c'est très difficile à mettre en place parce qu'il faut vraiment que ça se fasse avec les autorités. Hein. C'est pas... Ou peut-être le Bristol en Angleterre, ça ressemble, c'est peut-être plus proche, disons. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le but, ce serait de se séparer un peu des gros industriels et de créer une communauté qui réussit à être indépendante sans qu'il y ait du coup un système plutôt capitaliste en fait, au final? Ouais, c'est-à-dire ça repose sur les produits éco-responsables. Pour éviter, je me suis arrêtée à ça. C'est vrai que ça peut aider beaucoup les petits, par exemple les paysans qui reviennent vers une agriculture plus naturelle, et oui, ça les favorise, oui. Mais disons, je me suis arrêtée aux produits éco-responsables, quelle que soit la provenance. Oui, d'accord, voilà. Très bien. Merci. Ok, eh ben, on va rester un peu dans le thème merci. avec la console à 5 €. Merci. Bonjour, je m'appelle François Jacob et je suis un maker de 41 ans. Et donc, voilà, là, c'est une bonne transition pour réduire un peu les différentes fractures dans la société. Ah oui. Merci. Donc je vais vous parler de mon projet qui est une console portable à 5 € pour développer l'apprentissage de la programmation pour le plus grand nombre en fait. Donc en plus d'être un maker, je suis aussi papa d'un enfant de 10 ans et donc c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement aux aspects d'éducation et d'enseignement de l'informatique. Donc voilà,
Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le high-tech, l'informatique et l'électronique. Donc, voilà. Qu'est-ce que je me suis posé comme question? Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller vers les hautes technologies, en fait? Et en fait, il y a quand même 3 grosses idées reçues qui sont non, les hautes technologies, l'informatique, c'est compliqué, c'est plein de chiffres, des maths. Moi, je suis nul en maths, je sais pas faire ça. Donc, aussi, autre idée reçue, c'est cher. Il suffit de voir les rayons Apple, par exemple, à la Fnac. Hein. Et puis, l'informatique et la haute technologie, c'est pas amusant. C'est des trucs pour gens pas drôles, qui parlent pas beaucoup, qui restent dans leur coin. Donc, voilà. Comment combattre ces 3 idées reçues? Donc, l'idée, voilà, donc, de faire une console portable pour l'aspect amusant, qui soit éducative et aussi la moins chère possible. Donc, pour faire ça, voilà, avec aujourd'hui le prix des composants électroniques est vraiment très très faible par rapport à il y a quelques années. Et avec le monde des makers, on peut apprendre beaucoup de choses qui permettent de se lancer dans des projets comme ça. Alors l'idée, ça serait d'utiliser ça dans 2 aspects. En fait, un premier aspect serait un enfant, par exemple, aurait sa petite console et il aurait accès à des environnements de développement graphique, qui sont des moyens d'apprendre à programmer en fait graphiquement, un peu comme un petit jeu qui pourrait se faire voilà, directement sur la console sans être obligé de passer par un ordinateur, par des environnements qui peuvent être un peu compliqués à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on allume un ordinateur, si on veut apprendre à programmer, ça ne se fait pas tout de suite, en fait. Si on veut mettre en place, commencer à écrire un programme, il y a tout un environnement à installer. Vaut mieux être un peu spécialisé ou se faire aider par quelqu'un. Alors que moi, je me souviens, quand j'étais enfant, justement, les premiers ordinateurs, on les démarrait et directement, on pouvait écrire des lignes de code. Et je me souviens que c'est comme ça que j'ai appris à programmer. Il n'y avait pas besoin de mettre en place des choses complexes. Aujourd'hui, paradoxalement, on est beaucoup plus loin de pouvoir écrire une ligne de code sur un ordinateur qui a 30 ans, en fait. Donc, quelque part, on a régressé. Donc, voilà, l'idée de casser un peu ça. Et autre façon aussi d'utiliser ce projet serait de servir du projet pour montrer comment est fabriquée une console portable, en fait, et de manière plus générale, un ordinateur. Quels sont les composants qui servent et comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, où on en est aujourd'hui sur le projet, en fait, c'est assez récent quand même. Donc, on a démarré ça au mois de janvier. Donc, on est plus dans le proof of concept, dans la spécification de la console. Donc, on a un premier prototype et je suis en train de travailler donc avec Rémi, mon ami qui est là. On travaille sur des premières applis donc à faire tourner, à montrer à la Maker Faire. Et voilà, on pense montrer aussi comment est fait une console de jeu. Peut-être faire un petit atelier et faire participer les gens pour peut-être sur le stand construire eux-mêmes la console de jeu. Voilà, un peu pour le projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Je réagis. Bonsoir Berthier, je produis Maker Faire. Et en fait, je voulais juste rebondir sur ta slide. Parce qu'en fait, à Maker Faire, il n'y a pas de brouillon. Vous pouvez amener votre projet à l'état dans lequel il est. Et il y a, comme on a un maker au dernier meet-up qui disait, j'ai eu 10 000 users qui m'ont donné leur avis ce week-end-là. Donc mon projet, il a juste fait un pas de géant en un week-end. Donc votre projet, il est abouti ou c'est un proto. Faut pas, voilà, le public, il est curieux de tout ce que vous faites et dans l'état dans lequel c'est au moment où vous le présentez. Voilà, je te laisse répondre aux questions. Et si ça marche pas, il y a de grandes chances qu'en repartant, ça marche. On a eu un baby-foot connecté. On a eu un baby-foot connecté comme ça. Les gars, ils ont dit on viendra pas parce qu'il marche pas. Et ils sont repartis le dimanche, il marchait. Aussi, je me demandais, après, le but, ce serait que les gens puissent partager ce qu'ils programment sur cette console. Ah oui, le but, c'est de faire... c'est pas du tout à but lucratif. Hein, c'est complètement open source, open hardware et évidemment complètement ouvert, quoi. Donc, oui, on peut tout à fait imaginer un site sur lequel les gens partagent
leur programme. Et voilà, c'est ouvert au maximum en fait. Hein. Et après, est-ce que ce serait capable de faire tourner des jeux aussi puissants que sur une Nintendo DS par exemple? Alors non, Nintendo DS c'est un peu trop ambitieux en fait. Je sais, mais bon, on a l'informatique, ça avance en permanence, c'est très très vite, donc on va complètement. très vite arriver à des choses qui... Bah, en fait, là on peut imaginer que c'est une première version. Aujourd'hui, si on veut faire une console avec moins de 5 €, effectivement on est avec des éléments qui nous paraissent basiques aujourd'hui, mais là typiquement c'est un écran de téléphone Nokia, des premiers téléphones portables, mais quand c'est sorti, ça paraissait pas du tout basique, et donc on peut imaginer effectivement qu'un projet comme ça, dans quelques années, on puisse fournir l'équivalent d'une puissance de Nintendo DS, effectivement pour ce prix-là. D'accord, merci. C'est pas pour le mail, hein, c'est promis. Est-ce que à terme, avec ton projet, tu tendrais vers l'éducation? Parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler du langage de programmation. Dites-moi si je dis des bêtises, hein, les copains. Scratch, le truc. Ouais. Tu dois connaître. Oui, tout à fait. Le truc avec les cubes et les jolies boucles et toutes ces choses. Et pour justement appeler les enfants à développer et justement à toucher un côté hardware qu'ils n'ont pas quand ils font du Scratch concrètement. Exactement. Je pense que c'est complètement intéressant pour ton projet. Ah oui, en fait, exactement. J'en ai pas parlé, mais l'idée dans les programmes éducatifs qui apprendraient à programmer aux enfants serait d'avoir un équivalent de Scratch adapté à cette infrastructure, à cette console. Et Scratch aussi, j'avais une autre idée, c'est un petit peu moins connu aujourd'hui, mais ça s'appelle le Logo. Je connais pas, non. Voilà, moi j'ai appris ça il y a une trentaine d'années, quoi. Donc ça permet en fait de faire des dessins et on dirige une petite tortue qui trace un trait derrière elle en lui donnant des instructions simples du style avance de 10 caractères, tourne à gauche, avance. On peut faire plein de jolis dessins en faisant des programmes informatiques, mais simplifiés et du coup adaptés à ce genre de matériel. Ok, j'aurais une dernière question, je suis désolé. Sur ton site web, qu'est-ce qu'on peut retrouver et comment est-ce qu'on peut te filer un coup de main sur papamaker.fr? Ah oui, aujourd'hui sur mon site internet, c'est plus un blog en fait, comme c'est assez nouveau, donc je décris aussi les activités que je fais avec mon gamin en fait. Donc, et là aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses. Pour me rejoindre sur le projet, il y a de quoi. Il suffit de me laisser un message sur le site. Il n'y a pas de mail? Si, papamaker@gmail.com. Et tout le monde est bienvenu sur le projet. C'est avec plaisir que j'accueillerai toutes les bonnes volontés. Oui. Pour l'instant, non, parce que je fais plein de choses en parallèle, mais oui, je vais. Oui, alors bonne remarque. Donc je vais tout mettre sur le site. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Je vais mettre tout ça. Oui, donc est-ce que tu connais Gamebuino? Parce qu'en fait, ils font la même chose, ils font une Game Boy en fait avec un Arduino, et je suppose que vous avez à peu près les mêmes problématiques. Exactement, oui, j'ai vu ce projet, effectivement, j'ai trouvé ça génial, quoi. En gros, c'est un peu faire la même chose que Gamebuino, mais orienté éducatif, en fait. C'est tout, merci. Ce sera pour cibler quelle tranche d'âge pour les enfants? Alors en fait, pour utiliser la console en tant que telle et apprendre à programmer, je pense à partir de 7-8 ans, ça me paraît assez bien adapté. Et après, pour faire des activités de console plus en kit et construire la console, serait plutôt pour des adolescents en fait. Donc il y a deux pistes possibles. Voilà. Software et hardware. Exactement en fait. Okay. On peut imaginer tout un tas de... Après, c'est assez ouvert, donc les possibilités sont quand même assez grandes. Mais je pense plus
faire la console en elle-même pour les 7-8 ans et apprendre à voir le fonctionnement d'un ordinateur plutôt pour les adolescents. Ouais. Ok, merci. Une question à propos de l'écran, du coup, c'est de la récup ou il est trouvable en fourniture Ah oui, alors c'est trouvable en fourniture. Hein, alors en récup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que, en fait, là, je sais pas si on voit bien, mais il y a l'écran et puis il y a un petit circuit imprimé en fait qui est avec. Je pense que si on le récupère directement sur un Nokia, à mon avis, on n'aura que l'écran et le circuit imprimé sera plutôt avec des éléments propriétaires. Enfin, à mon avis, ce sera plus difficile à récupérer. Mais bon, on en trouve sur eBay à moins de 2 €, donc c'est vraiment très simple à trouver. Ok. Voilà. Tu récupères le Snake du Nokia ? Rémi est en train de nous programmer un Snake pour montrer à la Maker Faire. Hein, donc voilà, je sais pas s'il y aura des droits d'auteur ou si c'est open source comme concept. J'aimerais savoir si tu as encore de bonnes idées comme ça, des produits au bon marché. Ça m'intéresse beaucoup. C'est tout à fait ce qui entre dans le cadre de mon projet. C'est un des aspects de la technologie aujourd'hui qui m'émerveille en fait. Aujourd'hui, on peut acheter des ordinateurs pour 5 $, uniquement l'unité centrale en fait, voilà, les prix sont ridiculement bas par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est pas SparkFun, c'est un petit fournisseur en Chine. Voilà. On ne fait pas de pub. Est-ce que tu songes à faire des... Je suis là. Ici, là. Ah ok, pardon. Est-ce que tu songes à faire des partenariats? Je pense à Bibliothèques sans frontières qui fait les voyageurs du code, par exemple, avec des enfants. Moi, du coup, j'ai vu ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Et il manque cruellement d'hardware. Et je pense que c'est des programmes qui seraient hyper intéressés pour avoir du hardware. Et justement, ah oui, je ne connaissais pas cette association, en fait, mais c'est tout à fait possible, oui. Et si je peux me permettre, du coup, les voyageurs du code, ils viennent à Maker Faire depuis le début. Et, j'essaierai de les rencontrer. Et ça sert à ça. Ouais. Ça sert à les très rencontrer. Bien, très bonne idée. Ouais. Notre plan de table, généralement, il est organisé pour que ce genre de projet rencontre justement les voyageurs. Ouais. Super, merci. Merci à tous. Bonsoir, je vous présente Célia et moi je suis Claire et on est chargé de projet numérique au Cube et on va vous présenter un projet qui s'appelle Bien fait par eux. Si tu peux avancer la petite slide jusqu'au la suivante. Voilà. En fait, on est chargé de projet numérique au Cube. Quelqu'un connaît le Cube ? Ça va, ça me rassure. C'est à l'autre bout du monde, mais il y a des gens qui connaissent. Le Cube, c'est une association qui existe depuis 2001 et on se passionne pour tout ce qui est la création numérique à partir de plusieurs facettes, donc la diffusion artistique, les expositions, etc. Un soutien à la création numérique en suivant des artistes et en les diffusant partout dans le monde. On a également un think tank autour de la société numérique, notamment avec les Rendez-vous du futur, qui est une web TV mensuelle. On a des actions autour de l'entrepreneuriat innovant, notamment avec un espace de coworking. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est nos actions d'éducation numérique et de pratiques créatives. On a notamment tout un programme d'activités pour les enfants, les ados et les adultes de 3 à 100 ans, quoi. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est notre programme qui s'appelle Connectons nos écoles. C'est un programme d'éducation numérique qui existe depuis 9 ans maintenant, c'est la 9e année.
C'est un programme qu'on développe sur le territoire Grand Paris Seine-Ouest. Donc vous avez les villes qui sont ici, donc avec Issy-les-Moulineaux, Boulogne, Meudon, Chaville et Ville d'Avray. Et 5 écoles de ces territoires-là, 5 écoles et 5 classes de CM1, CM2. Donc depuis 9 ans, on travaille avec les mêmes enseignants. Chaque année, on arrive avec un projet autour d'une technologie liée au numérique. Donc là, vous avez nos anciens projets. Donc on a travaillé autour de la ville connectée, on a travaillé autour du serious game, de l'édition numérique, de la réalité augmentée. On a créé une application avec des balises e-beacon. L'édition numérique, ça je l'ai dit. Et on propose chaque année aux enfants et aux enseignants de travailler autour de ce projet et de créer quelque chose. Et cette année, le projet Bien fait par eux, je vais laisser Célia le présenter. Alors, du coup, cette année, c'est bien fait par eux, le projet. Et donc, c'est un projet... on avait envie, en tout cas, d'intéresser un peu les enfants au mouvement Makers et de leur expliquer un petit peu tout ce qui se passait en ce moment, les Fab Labs, les événements comme la Maker Faire, et aussi parler du design. Donc, c'était notre envie pour cette année. Donc, on a environ 150 élèves dans 5 classes de Grand Paris Seine-Ouest. Et tous les mois, en fait, je vais en classe avec une collègue pour animer le projet et le faire avancer. Donc, en fait, les enfants, en fait, ont chacun un mobilier, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment un mobilier forcément. Autour de 5 thèmes. Donc une classe travaille sur la lumière, une classe travaille sur la bibliothèque, une classe travaille sur le bureau, une classe travaille sur la station de jardinage. Et du coup, ils ont analysé dans un premier temps ce qui se passait dans leur classe, comment est-ce qu'ils utilisaient les meubles, si ça allait, ce qui n'allait pas. Ils ont fait des petites lettres. Enfin, nous, on a réalisé en soi un petit guide pour leur faire suivre le projet. Et donc, ils ont analysé un petit peu tout ce qui se passait dans leur classe avec ces mobiliers-là. Et en fait, ils ont déduit des problématiques pour essayer de les améliorer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, ils sont en train d'inventer des nouveaux usages, de voir un petit peu les scénarios du mobilier en classe. Et l'idée, c'est qu'on arrive dans 2 mois à réaliser 5 prototypes, ce qui en soi est pas mal, avec tous ces enfants. Voilà. Donc, je vous les ai mis là. Ah oui, j'ai oublié, en fait, on travaille aussi en partenariat avec une école de design qui est la Strat à Sèvres. Et en fait, c'est comme si les étudiants, en fait, ils nous aidaient à coacher quelque part ces élèves d'école primaire, puisque c'est encore tout petit, ils ont 9-10 ans, pour en fait, voir ce qui est réalisable, tout simplement. Parce que sinon, on a des chaises qui volent, on a des tableaux où il n'y a rien dessus, ou des tables en rond comme ça, on ne peut pas regarder la maîtresse, ou elle ne peut pas nous voir. Enfin, voilà. Du coup, on recadre. Oui, et puis on a des paniers de basket pour mettre des choses dans les poubelles parce que c'est trop embêtant de se lever pour aller à la poubelle. Voilà. Donc mais il y a pire. Mais tu sais, tu peux avoir des stylos volants aussi, ou alors des robots qui font les devoirs à ta place. Donc des fois, il faut... Ils ont beaucoup d'imagination. Donc du coup, nous, le projet, on l'a commencé depuis septembre, mais nous, en interne... pour tout ce qui est conception du projet, réalisation de tout ce qui est les petits guides pour les enfants, pour les enseignants, la mise en place. Mais vraiment, dans les écoles, on a démarré en janvier. Donc, à raison d'une séance par mois pour chaque classe, donc 5 séances tous les mois. Et donc, on fait avancer le projet petit à petit. Donc, en janvier, on leur a présenté le projet. Ils ont vu un petit peu ce que c'était le design avec des petits dicos qui ont été faits spécialement pour eux. Les classes communiquent entre elles et avec nous grâce à Twitter. Donc on leur a expliqué comment ça fonctionnait, tout ça. Donc ça, c'était janvier. À partir de février, vraiment, là, ils ont commencé à rédiger des lettres d'amour et de rupture en lien avec les meubles qui leur avaient été attribués. Et ils ont observé l'existant, observé les besoins. Et après, on est passé à une phase de brainstorming, de dessin, pour arriver là, ce mois-ci, à la phase de maquette.
Et donc là, on commence vraiment à avoir des objets en 3D avec des fonctions, des capteurs, voilà, des choses qui avancent un peu et leur donnent un petit peu une idée de là où ils veulent aller. On arrive vraiment à 2 pistes là dans toutes les classes et on va avec les étudiants de Strat, affiner et garder une piste qui sera fonctionnelle, qui correspondra. C'est comme si en fait ils nous faisaient un petit cahier des charges et que nous finalement on pouvait construire un petit peu leurs envies, quoi. Voilà. Donc, pour la suite, le mois d'avril, c'est la conception des prototypes. Donc, peut-être qu'il y a des gens aussi que ça peut intéresser. Donc, nous, on travaille sur ces prototypes avec du mobilier Ikea. C'est-à-dire que, en fait, on s'inscrit dans ce mouvement-là de Ikea Hackers. Et pour ne pas partir de zéro dans le temps qu'on a, en fait, parce qu'on a très peu de temps pour arriver au bout du projet, on part de mobilier Ikea qu'on va transformer pour réaliser. Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un bureau pour faire un bureau, mais on peut très bien voir, comme dans certains exemples, le tabouret qui se transforme en vélo. Enfin, c'est un peu ça l'idée, en fait. On va récupérer des choses. Ah ben voilà, il est génial. Voilà, donc du coup, on trouve ça top. Et ou alors la bibliothèque aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de neige cette année. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que tout ça soit en open source pour d'autres enseignants, par exemple, qui voudraient refaire les projets avec leurs élèves, ou même des particuliers qui voudraient le faire chez eux avec leurs enfants. Et donc, du coup, les enfants, ils vont nous aider à réaliser la notice, le mode d'emploi pour créer leurs meubles, pour que d'autres enfants puissent y avoir accès. Voilà, donc ça c'est la suite de leur projet. Et après, mai-juin, l'idée c'est qu'ils testent un petit peu leur mobilier, un retour utilisateur, tout simplement. On a pensé ça, mais en fait finalement c'est naze, quoi. Ou alors, wow, c'est trop bien. Enfin voilà, ils vont tester un petit peu ce qu'ils ont imaginé. Voilà, c'est un prototype, donc on va voir ce qui va pas, mais c'est eux qui vont le faire en fait. Donc c'est ça qui est rigolo. Et voilà, on va présenter un petit peu tout ça au Cube et lors d'autres événements par la suite. Voilà. Donc en fait, vous pouvez suivre le projet sur le site. Donc on a un site internet bienfaitpareux.lecube.com. Il y a tout le déroulé du projet, donc séance après séance. Il y a également toutes les ressources en ligne, donc le guide de l'enfant, le guide du design, etc., qui sont en open source, que vous pouvez télécharger, augmenter, etc. On va également faire des fiches techniques sur chaque prototype avec le développement de chacun, comment on en est arrivé là, les plans, s'il y a jamais il y a de l'Arduino, notamment je pense à la station de jardinage ou la lumière, on mettra tout en ligne, comme ça tout sera disponible. Vous pouvez également suivre le projet sur le compte Twitter officiel le Cube CNE, et également les comptes de classe, donc CNE- underscore, donc ici, enfin le nom de la ville, où en fait vous voyez les enfants après chaque séance, avec nous ou sans nous, tweet sur ce qu'ils ont fait. Donc là où il y avait toutes les photos des maquettes, et les maquettes sont vraiment géniales. On a le hashtag, etc. Là vous retrouvez toute l'équipe. Voilà, si jamais ça vous intéresse de venir participer à l'aventure, voilà, on en discute. Si vous connaissez des gens chez Ikea, on est preneur. Je ne dis ça, je dis rien. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Claire et Célia? Yeah. Ah. C'est pas très loin, porte de Versailles, la Maker Faire après, si vous voulez faire un petit tour. On peut faire un after chez vous? On en parlera à notre directrice. Oui. Ah bah voilà, c'est bon, c'est plié. D'autres questions? Il parle que suédois, c'est très compliqué. On se comprend pas. Oui, exactement, on s'est dit on est dans le même move. Mais faire du gros Twitter chez nous. Faut faire du gros shame sur Twitter. Ouais. Faites, allez-y. Je vous passe le micro parce que c'est filmé et enregistré, donc c'est mieux. Donc là, je nique la vidéo. Si.
Moi, je trouve ça cool parce que ça s'intègre un peu dans une espèce de début d'initiation à la pensée open source et tout ça. Et est-ce que du coup, après, vous comptez aller plus loin pour pour leur montrer les vrais mécanismes d'une communauté open source et les introduire à comment ça fonctionne? Alors là, vous voyez, il faut qu'on s'organise pour travailler à plusieurs parce que si on veut tous bosser en même temps sur le même truc, ça va être le gros bazar ou ce genre de choses. Parce que du coup, après, on peut les pousser encore plus loin pour wouhou, et c'est super cool. C'est très construit ce que je dis. Oui, on bosse carrément dans cette démarche-là, en fait. C'est-à-dire on est vraiment en mode projet. Donc ça nous arrive déjà, pour le coup, là, de travailler en groupe en fonction de des pistes, tout simplement, des envies. Et c'est vrai que oui, on leur explique déjà, on leur montre aussi des projets qui ont été créés, qui sont en open source. C'est pas dit qu'ils retiennent tout, hein, mais voilà, au moins ça leur fait une petite fenêtre, ils voient ce qui existe et même s'ils en gardent que 50%, c'est toujours ça de prix. Hein. Ok, c'est cool, merci. En fait, on essaye vraiment de les sensibiliser à ce que votre projet va être vraiment partagé et les gens vont pouvoir le reconstruire, mais ils vont peut-être le changer, le modifier, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, quoi. C'est un peu ce qu'on essaye aussi de leur transmettre. Voilà. Eux-mêmes voudront le changer parce que des fois on pense à quelque chose et puis c'est pas forcément ce qui nous correspond et on pourrait peut-être faire mieux. Donc, Du coup, leur montrer que s'ils bossent comme des sagouins, les autres derrière ils pourront pas refaire le même et que même eux, s'ils reviennent 2 mois après, ils vont plus rien comprendre à ce qu'ils ont fait, quoi. Ok, d'accord. Merci. Oui, loupé. Voilà. Vas-y, je te laisse commencer, tiens, pour une fois. Bon, alors voilà, je vais nous présenter. Alors voici Vic et je suis Boubac. Et en gros, nous, de temps en temps, le week-end, on se fait un peu chier. Alors, on a des planches qui traînent, on a des vis qui traînent et on s'est dit comment on pourrait trouver un moyen de se faire super mal. Et ça a donné. Ceci, voilà. Alors, ce truc roule vraiment à 40 km/h. Vous remarquez d'ailleurs au passage le côté léché de la présentation, donc on n'a absolument pas révisé, c'est fait à l'arrache en 20 minutes. Donc on va souvent se retourner comme ça pour lire, mais c'est pas pour vous manquer de respect, c'est juste qu'on se rappelle plus ce qu'on a marqué. Voilà. Puis vu qu'on bosse en même temps, bref. Bref. Passons. Pourquoi? Alors, à la base, en fait, on avait testé le moteur qui était super puissant, donc c'était super cool et tout. On l'avait mis sur une trottinette pour enfants, vous savez, les petites trottinettes en alu là qui font 50 cm de long, et en fait on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop puissant, genre on grille les scooters au départ, donc bon du coup on est dit bon vas-y, on a un moteur super cool, vu que le modélisme maintenant c'est super avancé et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire du moteur? Et du coup on l'a mis dans un genre de tiroir en bois quoi, et voilà. Et du coup c'est super cool, et maintenant on en a fait du coup le moins cher possible pour pouvoir en faire quelques-uns avec les potes, et du coup on se marre le week-end sur les parkings, et voilà quoi. C'était ça le but, du coup, voilà. Ouais, c'est le projet le plus à l'arrache, vraiment. Mais bon, c'est cool, et puis du coup, on nous a dit, bon, la Maker Faire, c'est cool, tout ça, venez montrer votre truc et tout. Donc du coup, on est venu montrer le projet. Il y a des mecs qui ont dit, c'est cool aussi et tout. Du coup, on a mis la doc sur internet, et les mecs, ils font leur truc chez eux et tout, et voilà, enfin, c'est la fête, quoi. Slide suivant. Ouais. Un tiroir. Cela dit, si vous avez un tiroir de grand-mère et que vous n'avez pas de jambes, vous pouvez faire la même chose. Je pense que ça marche aussi. Ouais. Bon, alors du coup, il y a quoi dedans? Bon c'est simple, le principe c'était le principe c'était d'aller à Brico, de transformer des trucs totalement standards plus du matos de modélisme. Du coup on s'écarte, et du coup il y a quoi dedans? Il y a des planches en bois, des moteurs sans balai comme on dit en France, aussi appelés brushless motors ou BLDC pour brushless motors discontinued current. De modélisme, contrôleur électronique et batterie, toujours du matos de modélisme assez standard. Des roues de trottinette Decathlon TM, parce que c'est les roues qui vont bien avec les modèles de poulies imprimés en 3D qu'on a. Et mais alors plus, on n'est même pas sponsorisé, hein, c'est juste que... voilà, c'est juste que Decathlon, c'est un bon fournisseur de trucs pas chers qui durent longtemps et qui au pire tu le rachètes parce que ça coûte 2 €. Ça va bien quoi. Voilà. Vis, collier, plastique, velcro, fil électrique, et puis parce qu'on a dû se faire mal au passage, des morceaux des doigts quoi. Donc ça c'est normal, voilà, c'est ce que vous trouverez dans un Vicart. Alors voici des photos pour montrer un peu comment c'est fichu. D'ailleurs, la conception avancée du matériel a été très loin dans la recherche et le développement, n'est-ce pas? Exactement. Alors, oui. On peut voir la magnifique crémaillère de direction. On a fait des...
En fait, il y a juste un point pivot là, il y a vos pieds ils sont là et là en fait, et vous poussez gauche-droite pour pousser la barre à gauche ou à droite, donc c'est comme ça que ça tourne. On a fait des tests sur SolidWorks pour voir combien ça tenait. Ouais, quand même, au moins. Un petit peu, ouais. Un petit peu. peu. Non, en vrai, on a vraiment fait des tests avec un pote qui travaille dans l'armement. Bref. Parce que c'est marrant de savoir à quel point une caisse en bois on peut mettre des conneries dessus. Donc ça c'est le système de direction. Donc voilà. Alors ça c'est du coup la poulie. Alors ça c'est le seul truc galère qu'on a dû fabriquer en fait. C'est quand à chaque fois qu'on va faire des transmissions pour les trucs électriques, c'est vraiment la mort quoi. Du coup en fait la seule pièce qu'on a besoin c'est un truc imprimé en 3D, c'est ça vient se clipper dans la roue de Decathlon quoi. Et puis du coup après ça fait une poulie, on peut mettre une poulie dessus, voilà quoi. Donc c'était vraiment le truc qu'on avait besoin, c'était la pièce imprimée en 3D, donc voilà. C'est le seul truc qui est imprimé en 3D. Tout le reste c'est... Voilà, on a tout mis en open source, on a tout mis, voilà, parce qu'on nous a demandé beaucoup de fois de changer des trucs aussi, donc on a changé les trucs, etc. On a refait la doc, pour que les mecs comprennent vraiment bien ce qu'on voulait faire, comment ça marchait bien, comment on mettait une vis dans le truc, parce que bon, il y a des fois, bon voilà. Est-ce que le tournevis faut vraiment le tenir par le manche ou est-ce qu'on peut le mettre dans la bouche? Ouais, voilà. Donc on a détaillé la doc, voilà. Et slide suivant. Je sais plus les slides. Ah oui, voilà, ça c'est la transmission. Ouais, voilà. Alors ça c'est la partie c'est la partie transmission. C'est le truc le plus galère qui a été à faire en fait, d'avoir un truc assez solide mais qui fonctionne quand même en fait. En gros, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a le moteur qui est derrière là comme ça. Ça c'est la plaque qui tient le moteur, ça fait office de tient le moteur. De tire-moteur. Et en gros, le but c'est que ça pivote pour pouvoir tendre plus ou moins la courroie. En fait, il y a juste un point de pivot ici là. Point de pivot ici, grâce à ce magnifique tendeur à clôture à 1 € chez Bricoman. Exactement. Et pour éviter qu'il se dévisse, on a mis une pince à linge parce que oui, la pince à linge c'était le truc le plus facile. En fait, ça paraît complètement stupide comme ça, mais mais en fait non, pas du tout, parce qu'au début on se dit on va mettre une vis pour éviter que le truc se détende. Et en fait, on s'est dit, mais si on met une vis, ça va être galère, il va falloir traîner le tournevis pour détendre le truc et tout. Et du coup, on a mis une pince à linge. En fait, ça vient en butée et ça bouge plus du tout, c'est nickel. Et ça coûte moins cher, donc voilà. Vous remarquerez au passage le petit bout de bois arrondi pour que ça tire dans l'axe. Ouais, voilà. SolidWorks. Donc là, c'est quand même étudié. Hein. Ça a vraiment l'air à l'arrache, mais ça marche bien, quoi. Voilà. La partie électrique. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, la partie électrique, voilà. Les machins qui sont cerclés en rouge, c'est tout ce qu'on peut trouver, dans une boutique de modisme standard, style hobbykick.com. Je n'ai pas d'action chez eux, mais généralement on se fournit chez eux parce qu'ils ont 4000 fois tout. Et en gros, comment ça marche? Là, il y a l'ESC, qui est en gros le contrôleur moteur, qui est connecté à une batterie qui envoie le jus. Là, donc ça c'est vraiment du matos standard de modélisme, c'est le truc, on l'a pris direct. Voilà. Et en gros le contrôleur moteur il sert à contrôler l'accélération du moteur, le régime, etc. Tout ça, bref les machins techniques chiants. Et le moteur c'est un moteur Brochez qui fait 2400 watts. Pour vous donner un ordre de grandeur, un cheval vapeur ça fait à peu près 730 watts. Donc voilà. Donc oui, c'est cool. Et en gros, le seul hack vraiment extrême, c'est que pour contrôler un ESC standard de modélisme, normalement, il faut mettre un récepteur dessus qui a une sortie avec un certain protocole. Normalement, c'est fait pour être contrôlé à la télécommande. C'est fait pour être contrôlé à la télécommande. Et en fait, il y a des trucs qui existent dans le commerce qui s'appellent les testeurs de cerveau qui permettent justement de tester les servomoteurs qu'il y a dans les petites voitures télécommandées en tournant un potentiomètre. En fait, on a mis les deux ensemble, comme ça on teste pas le cerveau, on teste directement le contrôleur moteur, mais en fait on le teste pas, on le fait marcher. Et vu que le potentiomètre rond c'était chiant à manipuler depuis le coffre du truc, on a soudé une nappe de câble avec un potentiomètre de table de mixage. De mixage parce que c'est plus simple de faire ça que de devoir accélérer comme ça. Enfin bon, il y a un carte de là-bas, vous pouvez venir voir après comment c'est plugué. Ouais, voilà. Exactement. Étudier. Slide suivant. Voilà. Vas-y. Il n'y a plus rien à expliquer là. Du coup, c'est l'électronique. Alors voilà, on a mis des ricelants pour que ça tienne avec des trous parce que bon, les vis ça coûte cher. Voilà. Ça, c'est la tronche du truc qu'a le contrôleur de. Donc le potentiomètre, en fait, c'est un ressort à l'arrache qu'on a mis sur la gâchette du coup pour que ça fasse retour, quoi. Accélérateur, super, pas cher. Sinon, ça reste bloqué à fond et après vous mourrez. Ouais, voilà. Et du coup, voilà. Et ça c'est pendant qu'on le bricole. Oui, alors ça c'est notre atelier. Hein. Vous remarquerez l'arbre. Oui. On a un arbre. Oui, tu sais, c'est même pas les bagnoles et tous les machins, c'est l'arbre là-bas. On a mis un pot de fleurs. Et du coup, fabriquez le vôtre. Voilà. Gros yeux. On l'a fait, on l'avait pas, ça passait pas en PDF, mais on peut, s'il y a internet, on peut la mettre si tu veux. Ok. La vidéo est cool, ouais. Et après, il y a un vrai V-card qu'on peut vous montrer comment il marche. Ouais, et peut-être qu'on peut rouler dans l'allée des pompiers aussi. Et là, personne ne croit que ça marche. Ouais, mais en fait, ça roule à 40. Tu veux pas aller le pécho vite fait là? On va peut-être pas pouvoir rouler là. Non, mais au moins pour l'allumer, faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
tapes juste Vicars, toi tu l'as. Clic. Ah, Internet. Bah, on va peut-être bientôt le faire en fait. On va Ouais. voir. Ouais, voilà. Par contre, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Hein. Il faut s'entraîner Ah bien ouais, 10 minutes c'est- avant d'aller à c'est- fond. Hein. Sinon, c'est- on part direct dans le. Voilà. Non. Pour se tuer, ouais. Bah, en fait, ça va pour l'instant, les flics, tu vois, ça les fait plutôt marrer qu'autre chose, donc on n'est pas encore trop embêté. Mais ouais, faut faire gaffe quand même, quoi. Alors oui, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble vraiment à rien. Hein. Quand on voit de loin, on voit ça fait genre des tiroirs qui roulent sur un parking, quoi. Alors les gens ils viennent nous voir, ils nous font mais comment ça marche, c'est pas possible, bah si. Qui c'est qui a failli se tuer? Non, c'est pas moi. Pratique. Bon, enfin bref, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, on est là pour y répondre. Et puis bah on a ramené un carte justement express si vous voulez voir, donc on l'a mis à côté là, voilà. Et Peut-être pour faire un aller-retour sur 10 peut-être, mètres. peut-être, ouais, voilà. On ne sait pas. Merci à vous. Alors nous, on est l'atelier des amis, moi je suis Benjamin, c'est Florence, et on va vous présenter un truc beaucoup plus simple, c'est une Fab Lab qui est pas loin d'ici. Voilà, vous allez voir les photos, qu'on vient juste d'ouvrir. Et on a plusieurs machines, une imprimante textile avec une presse, et le but c'est qu'en fait nous on développe toute notre marque et nos visuels dessus, qu'on vend sur Etsy et qu'on va vendre dans un shop qu'on a fait dans la boutique. Mais aussi, si vous voulez venir avec vos créas, vous pouvez tout à fait passer avec vos visuels. Et le but, c'est qu'on vous les fait en direct et on vous les sort directement. Alors, il y a cette machine-là. Tu peux... Ouais, merci. Et voilà, ça, c'est une vision de l'atelier, parce qu'il ne faut pas croire, mais ce n'est pas immense. Hein. On est dans Paris, donc on a 30 mètres carrés. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est un petit peu une mini Fab Lab, entre guillemets. Voilà, donc là par exemple, donc vous voyez toujours l'imprimante textile, et ici on a une laser cut, une Speedy 100 de Trotec, et donc là pareil, nous on développe nos objets avec, mais on la laisse aussi au service du public, donc elle est à la location, mais c'est vrai que nous, la Fab Lab, entre guillemets, on y a été pendant 1 an, et on s'est rendu compte que c'était surtout les créateurs, les designers, enfin, des gens qui s'y connaissaient, qui ouvraient la porte des Fab Labs. Donc là, nous, c'est vraiment plus une Fab Lab de quartier. Et on se rend compte que même la maman, avec son petit enfant, ils rentrent, ils posent des questions, ils veulent faire leurs objets. Et donc c'est vrai que nous, on va essayer de rendre ça accessible à tout le monde. Donc donner des cours et vraiment même aller à la base. Par exemple, faire les fichiers sur Illustrator, montrer un peu tout ce qui est possible. Parce que bon, moi, j'ai déjà testé, j'ai des neveux de 7 et 10 ans. Et on a fait des objets ensemble sur Illustrator, donc c'est que c'est possible. Bon, après, ils m'ont dit que mon métier était super simple, donc bon, c'est pas cool, là. Mais voilà, c'est vraiment de rendre accessible à tous. Parce que sinon, les gens pensent que de créer des objets, c'est très dur, c'est très... Alors oui, c'est dur, mais je pense qu'il y a des possibilités pour que ça soit simple pour tout le monde. Même les accompagner, les aider à dessiner, à prototyper, donc voilà. Hop.
Et à côté, c'est pareil, bon ça c'est plus Benjamin qui va en parler, mais comme nous, quand on travaillait en Fab Lab, des fois on y restait 8 à 10 heures, et on se rendait compte que des fois on avait faim. Donc on a fait un petit coin épicerie. On a développé tout un petit coin épicerie avec. On voulait un peu changer le concept de la Fab Lab. Donc là c'est à notre petite échelle, mais on voulait que ce soit plus une espèce d'appartement avec un coin épicerie. Donc il y a de la bière, du miel, du vin, etc. Que les gens finalement se réapproprient dans le quartier en venant acheter comme ça, comme une petite épicerie. Mais aussi quand on est dedans, on peut bosser, s'alimenter. Voilà, c'est plus sympa, plus convivial. Et à côté, on a développé des plans de travail qui finalement, soit sont des plans de travail sur lesquels on peut bosser avec des outils, soit c'est des plans de travail qui peuvent servir de bar. Et on a développé, oui, par rapport à plus sérieusement, on a développé toute une matériothèque, justement pour rendre accessibles ces machines. Donc on a passé pas mal de temps là-dessus, en montrant en fait avec la laser cut comment on gravait dans les matériaux. Donc c'est une laser cut qui peut graver dans du carton, dans du papier, dans du plexi, dans du cuir. Et du coup, nous ce qui nous dérangeait dans les Fab Labs, c'est quand on arrivait, on était parachuté là-dedans, il fallait faire 15 000 tests avant de pouvoir sortir un objet. Et comme c'est assez cher, du coup, le temps passe et donc voilà, c'est de plus en plus cher. Donc on s'est dit qu'on allait développer cette matériothèque avec directement les chiffres des puissances, de la fréquence et des vitesses pour pouvoir directement calibrer la machine et se dire tiens, moi je veux ça comme rendu, je veux tel type de gravure, je veux tel type de découpe. Et du coup, ça sert vachement aux petits créateurs qui viennent, en plus de nous qui bossons dedans pour notre marque en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ouais, donc c'est entre La Fourche et Guy Moquet, au 4 bis rue d'Avy, dans le 17e. Et si vous venez assez tôt, on fait l'apéro de plus en plus tôt en ce moment. Donc c'est un petit peu dur. Mais voilà, par exemple, nous, on n'avait pas eu de problème de carte de visite parce que nos cartes de visite, on les a fait au laser, par exemple. Directement au papier. Voilà. Donc, mais voilà, c'est plus un endroit convivial et voilà, on fait des objets un peu... Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment en fonction des projets, quoi. Là, on a même aussi une presse à mugs, oui, on a oublié de dire. On fait les mugs pour les gens, voilà. Donc là, c'est nos visuels à nous, mais les gens viennent et des fois, ils repartent avec un mug avec, je sais pas, la photo de leur fils, de leur chien. Enfin bon, je vois tout passer. Hein. On a développé des bijoux aussi en plexi, même des petits trucs de bugs pour mettre les bières et le vin en plexi. On a fait aussi des badges. Enfin voilà, on laisse un peu aller notre créativité et du coup, on développe tous les objets de notre marque comme ça. Je sais pas si on avait une photo en plus. Non. Ouais, carrément, parce que pour pas prendre trop de temps. Ça, c'est une boule d'oreille, ouais, par exemple. Ouais. Là, on vous montrera après plus précisément donc les cartes de visite. Pareil, dans du papier, c'est impressionnant ce que ça peut faire quand c'est bien paramétré. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, ouais, dans du contreplaqué. Des agitateurs, on a essayé des... Qu'est-ce qu'on avait d'autre, je sais plus. Ouais, après des mugs, voilà, on a une presse à mugs aussi en plus. Est-ce que vous avez des questions pour l'atelier des amis? Du coup, on en a plein. Je voulais savoir en fait quelle était la différence entre vous et un Fab Lab parce qu'en fait j'ai compris que vous avez votre marque, mais comment vous faites pour gérer est-ce que vous avez des ateliers, est-ce que les gens viennent en libre service, comment vous gérez votre emploi du temps en fait? On dort pas déjà. Ça c'est comme 42, ouais. Voilà. On connaît. Non, pour l'instant comme on vient d'ouvrir, c'est vrai que on arrive à gérer encore les demandes. Déjà on est ouvert 6 jours sur 7 quasiment, donc c'est vrai que ça aide à avoir le flux. Et après, nous, ce qui nous aide, c'est qu'on a tous les outils de production sur place. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une demande, par exemple, un sac, ça sort en 3 minutes, quoi, vraiment maximum. Donc le flux est vraiment... on peut vraiment le gérer, quoi. Bon, après, si vous nous faites une demande de 4000 sacs, on risque de fermer un petit moment pour les faire. Voilà. Mais on peut gérer assez rapidement les demandes, quoi.
Comment on l'accueille? Bah déjà, il faut savoir qu'on est fermé le matin pour faire nos productions et on est ouvert l'après-midi. Et donc ce temps d'après-midi, là, il est vraiment consacré aux gens pour les aider sur leurs projets. Là, on est vraiment là pour eux, on ne va pas les laisser. Enfin, moi, je ne vais pas partir sur l'ordinateur, faire mes visuels et puis le laisser gérer la laser cut et puis me la péter au bout d'une heure. Et puis voilà, non, je suis vraiment là pour les aider. Et Benjamin est là aussi la moitié de la semaine aussi. Voilà. Ouais, puis il y a des plans de travail, des outils, donc il y a des plans de travail, des outils, donc on peut tout à fait voilà, s'installer comme un petit espace de coworking et puis commencer à bricoler son carte, son truc. Enfin voilà, c'est ouvert en fait. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous cherchez des gens pour vous faire des ateliers? En fait, oui, on était parti. Là, c'est juste qu'on a été, disons, dépassé par le temps parce qu'on a d'autres marques à côté qu'on gère. Et à l'origine, ouais, c'est ça, on doit vraiment faire des ateliers, mais qui sont assez larges, même des ateliers d'apiculture pour apprendre à fabriquer une ruche, par exemple, avec la laser cut. Mais c'est juste que là, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Voilà, mais ça va arriver, on va préparer plein d'ateliers, bien sûr. Ouais. Merci. On va passer à la dernière présentation. Donc nous, notre projet, ça va être autour des transports en commun. Donc on va vous passer dans un premier temps une petite vidéo pour vous illustrer un peu de quoi on parle. Faut que tu fasses le... Ou c'est toi? Okay. C'est inadmissible qu'on est comme ça. Inadmissible. Colis suspect. On se tient au courant entre nous sur le blog. Retard de 10 à 15 minutes. Souvent, ça nous arrive de tweeter avant les comptes officiels. Ouais. On se sent utile et puis surtout... Donc voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 93% des usagers qui sont mécontents dans les transports en commun. Donc pour résoudre ce problème, on a inventé une application. Tout le monde se pose aujourd'hui les questions les plus basiques, c'est pourquoi mon transport n'arrive pas à l'heure? Y a-t-il des perturbations sur ma ligne? Est-ce que je vais arriver à l'heure à mon travail? Et plein d'autres encore. Donc la solution, c'est Mon Wagon. Mon Wagon, c'est un GPS des transports en commun communautaire, donc pour déjouer ces fameux problèmes dans les transports en commun. Ok, donc l'idée de l'application, c'est tout d'abord en fait d'avoir une map en temps réel où on voit absolument tous les transports. Où on peut ensuite, quand on clique sur un transport, on voit tous les reportings, les gares, tout ça, les personnes à l'intérieur et les reportings de la gare. On peut nous-mêmes faire un reporting aussi, en alertant les autres usagers si c'est pas propre, s'il y a de l'affluence ou des travaux par exemple. Avec des itinéraires super intelligents, ils seront calculés en fait avec toute la puissance communautaire, donc avec tous les reportings, pas comme les MAPI ou les trucs comme ça qui font passer par un peu n'importe où. Et pour finir, une couche sociale pour retrouver un petit peu tous ses amis qui sont connectés, dans quel transport, pour plus voyager seul en fait. Ça m'arrive tellement souvent de rentrer du lycée ou n'importe quoi, et en fait j'étais dans le même wagon qu'un pote et j'ai pas pu le croiser parce que je l'ai pas vu. Voilà. Alors en fait l'application Mon Wagon c'est vraiment 3 couches. Donc d'abord on a la couche du transport, on a la couche des reportings, donc toutes les perturbations qui sont remontées par les usagers, et la couche sociale avec tous ses amis connectés dans le transport. Donc on centralise tout ça sur un serveur pour justement récupérer toutes les perturbations, toutes les horaires, etc. Mais en fait, c'est pas suffisant. Il nous manque vraiment le levier communautaire. Pour que ça marche, Mon Wagon, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui remontent l'information pour qu'on ait vraiment une richesse de contenu. Donc on a créé une petite intelligence artificielle en fait, qui analyse Twitter en temps réel et qui détermine tous les tweets et tous les posts sur Facebook qui sont vraiment pertinents par rapport au retard. Donc ça peut être un malaise, un colis suspect, etc. On a donc du coup une petite application de modération pour alimenter notre AI. Et donc tout ça, ça remonte dans le serveur et ça rebalance sur la couche, sur l'application. Donc du coup, tout ce qui est reporting sur Twitter, etc., ça se retrouve sur l'application. Et enfin, tous ces metrics, tous ces reportings, pardon, en fait, on les synthétise en des statistiques. Par exemple, on peut en temps réel savoir quelles sont les zones dans le transport qui sont sales, envoyer une équipe de maintenance pour nettoyer. Enfin voilà, il y a plein d'idées autour de ça.
Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire à la bêta test, vous pouvez déjà aller sur monwagon.com et voilà. Merci. Pas de questions? Ouais, moi juste une, on m'avait dit que normalement on pourrait savoir s'il y avait des contrôleurs dans le train. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? On n'en parle pas, mais ça fait ça aussi, d'accord. Merci. T'as vu, eux, ils ont préparé l'adresse mail. Déjà. Ça c'est cool. Vous avez codé ça comment? Quelle techno, quelles API? En fait, on est en train de le coder. Ok. Donc, escroc. En fait, salaud. Donc en fait, au niveau du code, on utilise une application hybride pour le front. Et au niveau back-end, en fait, on utilise... tu peux te donner des noms si ça te dérange pas? PhoneGap, Cordova, enfin vraiment des technologies qui sont open source au final. Pour tout ce qui est calcul d'itinéraire, à la base, en fait, on se base sur un logiciel qui s'appelle Navicia. C'est pareil, c'est open source. C'est une filiale de la SNCF qui développe ça. Et en fait, nous, on ajoute une couche dessus pour intégrer tout ce qui est reporting communautaire, etc. Donc, en fait, on utilise vraiment que des outils open source pour tout ça. Même la carte, c'est OpenStreetMap, c'est open source. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Mais du coup, pour cibler les commentaires sur Twitter, tout ça, ça va être par les hashtags ou pas que. En fait, sur l'API Twitter, tu peux vraiment récupérer tout le flux mondial, à peu près tout le flux mondial. Et en fait, nous, derrière, on fait une sélection de mots-clés. Et en fait, au début, on s'est un peu tapé le sale boulot. On avait une petite application et on triait ce qui était pertinent et impertinent. Mais derrière, on a un petit logiciel un petit script qui du coup découpe les mots et du coup, au fur et à mesure que la base de données se remplit, elle est capable tout seule de savoir si tel tweet ou tel tweet est pertinent ou impertinent. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Une petite question comme ça par curiosité parce que c'est un peu le sujet en ce moment. Comment vous pensez vous financer? Parce que vous avez une application qui touche à énormément de données personnelles, notamment les GPS et compagnie, que ça intéresse pas mal de monde. Et donc du coup, effectivement, qu'est-ce que vous... Au niveau du financement, en fait, on veut vendre ces datas, les datas qu'on récupère, par exemple les zones de propreté, les zones de forte affluence, les revendre en fait à la SNCF par exemple, ou à la RATP, à tous ces acteurs-là, pour qu'eux puissent adapter leur réseau en fonction de l'affluence en temps réel. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait très bien savoir en temps réel quel métro est vraiment sale et qui nécessiterait un nettoyage dans l'immédiat. Et en fait, c'est tout ça qu'on voudrait commercialiser auprès des agences comme la SNCF et RATP. Pour vraiment améliorer le transport au final. Voilà. Bonsoir. Ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que l'application sera peut-être bientôt disponible sur Windows Mobile? Oui, parce que... En fait, dans l'immédiat, on fait vraiment pour iOS et Google Play, mais rien nous en empêche. En fait, très clairement, avec la techno qu'on utilise, on peut l'exporter facilement sur Windows Mobile. Après, c'est vrai que vu que ça doit représenter 2% à peu près, on n'y avait même pas pensé. Bon, merci. Pour la partie commerciale, vous parliez de vendre. Pour la partie commerciale, vous parliez de vendre un certain nombre de données. Si vous les récupérez sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, vous pensez que ça va pas déranger? Tout dépend. En fait, Twitter, c'est un levier en fait au début parce que pour le moment, on n'a pas encore la communauté. On aimerait en fait que ce soit une application où la communauté s'apporte elle-même l'information. On n'a pas une stat, on avait une stat qu'on vous a pas montrée. En fait, il faut savoir que 83% des usagers seraient prêts à partager l'information pour qu'elle soit mieux diffusée, tout simplement. Et en fait, nous, on croit là-dedans et on croit qu'en fait, quand il y aura la communauté, les gens voudront partager l'information un petit peu comme sur Waze, en fait, où ils s'entraident tous les jours. Et c'est un peu l'idée. Quelle était ta question? Ah oui, non, l'information de Twitter, très clairement, on vous a parlé de l'aspect commercial, mais c'est encore hypothétique et très clairement, on ne peut pas revendre les informations de Twitter. Non. Deuxième petite question, parce que votre application elle va se baser beaucoup sur les réseaux sociaux pour pouvoir être précise pour les calculs d'itinéraire. Est-ce que parce qu'aujourd'hui Twitter va vous laisser l'accès, mais ils peuvent très bien décider à un moment donné de le fermer. Comment vous pouvez gérer ça? Encore une fois, Twitter n'est qu'un levier, c'est-à-dire que Twitter amène la communauté sur notre application. Une fois que la communauté est sur l'application,
Twitter ne servira, enfin, on pourra se passer de Twitter. C'est un levier pour le moment parce que l'information en temps réel est présente principalement sur Twitter et quasiment que là en fait. Donc c'est là qu'on va se servir, mais c'est vraiment pas, c'est pas notre destination, c'est pas sur Twitter qu'on veut baser toute notre stratégie, quoi. C'est clairement pas ça. Au niveau de la géolocalisation, j'ai vu beaucoup de choses se balader. Donc, j'ai une petite curiosité sur les types de transports qui sont mappés et de quelle manière. Et en ce qui concerne les métros, je sais qu'en souterrain, c'est très difficile. Donc, si vous avez des idées, ça m'intéresse. Alors en fait, pour les transports, on fait tous les transports, donc bus, métro, tram. En fait, il y a l'open data pour tout ce qui est transport, donc on a accès à tout ça. Après, pour le métro, on y a pensé. Effectivement, il n'y a pas de réseau. C'est censé arriver en 2017, mais ça a l'air un peu mal parti. En fait, on a pensé à un prototype, on ne l'a pas encore réalisé, mais en fait, de faire de l'échange de données décentralisé, c'est-à-dire sans Internet, directement via le Bluetooth et le Wi-Fi, partager justement toutes ces alertes au sein des gens qui ont l'application dans le métro. En fait, vraiment créer un réseau mesh. Voilà. À savoir que c'est quand même un faux problème parce que d'ici 2 ans, 3 ans, tous les réseaux et quasiment, toutes les rails de France sont équipés, quoi. Je profite de ce que je suis à côté. Quelle est la zone de couverture actuelle? C'est juste Paris, c'est toute la France, c'est le monde, et quel est votre roadmap là-dessus? Alors très clairement, on a essayé sur la France, c'est très dur. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de variables, il y en a trop. Donc du coup, on s'est concentré sur Paris et Île-de-France parce qu'on n'a pas non plus 50 000 balles à dépenser dans les serveurs. Ça fait beaucoup trop d'informations à traiter en fait. Et voilà, on a déjà un serveur qui fait 32 gigas de RAM, je crois. Enfin, on a déjà un truc très lourd qui suffit à peine pour l'Île-de-France. On peut pas, voilà, on peut pas faire beaucoup mieux. Mais voilà, en fait, on a toutes les informations mondiales. Dès qu'on aura un petit peu plus de moyens et qu'on arrivera à optimiser tout ça, on pourra très facilement couvrir la France. On a toutes les informations. C'est vraiment au niveau de la puissance pour le moment que ça pêche un peu. D'autres questions ? Juste au niveau du réseau de transport, c'est que les métros, trams et les transports SNCF RATP, ou vous pensez par exemple au vélo, au Uber, oui, bien sûr, on a beaucoup d'idées par rapport au vélo. On s'est beaucoup inspiré, vous connaissez sûrement Citymapper, ce qui existe déjà mais qui est malheureusement très peu communautaire. Et bien sûr, on veut s'inspirer de ça et rajouter le UberX et tout ce qui est vélo et tout ce qui est transport en général en fait. Et une dernière question, aujourd'hui votre projet il en est où au niveau de l'aboutissement? Il y a déjà des choses qui fonctionnent Alors on n'a pas l'appli encore, on est en train de la faire en fait parce que comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup la masse, en gros ce qui nous manque actuellement c'est vraiment la circulation en temps réel. On peut l'estimer par rapport au GTFS, c'est-à-dire on sait quel train devrait partir à quelle heure, on a des informations sur le mois, mais on ne peut pas savoir avec exactitude où sont les trains pour le moment. Donc l'application qu'on vous a présentée, elle est en bêta, on est en train de la recoder encore une fois, mais sinon c'est-à-dire que le serveur, le bind avec Twitter, la petite appli pour retweeter tout ça est déjà faite en fait. Là on est en train de s'attaquer justement à l'application Mon Wagon. Voilà. Dernière question là-bas. Après, on finira les questions autour d'un verre, je pense. Ce sera sympa aussi. Moi, j'avais une question sur l'IA. Vous avez utilisé quoi comme algo du coup? On l'a codé nous-mêmes. Il faut pas se marrer. If 1. Non, très clairement, notre meilleur IA, c'est lui. C'est celui qui est sur le portable tous les jours avec l'application et qui dit oui, non, oui, non. Non, on a une petite IA en fait, mais très clairement, c'est tout bête et on arrive juste à repérer certains mots, par exemple trajet, truc. En fait, on fait des associations de mots. C'est vraiment une AI basique pour le moment, avec un temps. S'il y a par exemple trafic perturbé,
reprise à 8h30, on arrive à repérer qu'il y a trafic perturbé et 8h30, et là on sait qu'il est pertinent, on va le retweeter directement. S'il n'y a pas 8h30 par exemple, il va passer par notre application et c'est notre... Et vous avez une heuristique qui mange des pets. Pardon. Et vous avez une heuristique qui mange des pets. Ouais. Et j'avais une question, c'est pas grave, c'était une blague pourrie. J'avais une question, est-ce que vous faites une pondération en fonction de l'éloignement des mots? Genre si les mots ils sont à 4 millions de caractères, du coup trajet 4 millions de caractères perturbés, bah du coup c'est... comme... voilà. Oui, sur Twitter ça déjà il n'y en a pas autant, et ensuite non, pas encore l'IA, on l'a faite il y a 2 semaines, je suis en train de la... au fur et à mesure, mais vu qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps, c'est un truc qui avance lentement en fait. Au niveau de l'IA, on a un truc qui fonctionne, et donc du coup on a commencé à attaquer le reste, et quand on voit qu'il y a des tweets, par exemple aujourd'hui on en avait plein sur les attentats en Belgique, on a dû mettre un mot interdit Belgique parce que c'est, en fait ça nous retweetait automatiquement tous les trucs, c'était pas vu que c'était dans le métro, on avait que ça qui était retweeté, donc on fait au jour le jour en fait. Ok, ça marche, merci. Merci à tous.